Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Au menu de Macron à Brégançon, pognon de dingue et mensonges à tous les étages. Avant de traiter cette actualité et d'autres événements, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Rianne, Claudine Warin, Agnachine, Yves Mermet, Pierre-Louis Garnier, Philippe Maconnet, Fernand Richter, Christophe Bianchi et Caroline Bourdou. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles et c'est grâce à eux que je peux en effet améliorer la qualité technique de cette vidéo. Vous avez vu un nouveau générique, il y aura d'autres surprises pendant l'année, j'espère pouvoir m'offrir un graphiste, c'est hors de prix, mais pour que ces vidéos soient plus belles, plus confortables. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien, les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors oui, ce sont les entretiens des patriotes sous l'ombre du général de Gaulle. Et je voudrais donner cette citation du général de Gaulle parce qu'elle est essentielle pour restaurer notre pays, mais les gens qui se résignent n'ont rien à faire dans ce pays et dans ce siècle, sinon de servir de complices au mal en attendant qu'ils lui servent d'esclaves. Charles de Gaulle à Rennes, le 27 juillet 1947. Oui, lorsqu'on évoque le patriotisme, on se met sous la tutelle du grand Charles. Ah, je vois certains qui commencent à tiquer. Patriotisme, patriote, ils commencent à avoir des boutons. Mais comment cela se fait-il? Qui vous a dit qu'être patriote était quelque chose de négatif? Est-ce que vous n'avez pas subi un conditionnement? Parce que lorsqu'on réfléchit, peut-on instaurer une démocratie, un espace de liberté, donc sans patrie? Notre action de citoyen s'inscrit dans un cadre géographique donné. Si vous commencez à faire sauter les frontières, il n'y a plus rien. Je me rappelle en 92, lorsque j'avais milité aux côtés de Philippe Séguin, j'étais très jeune, ça ne me rajeunit pas, pour justement défendre la souveraineté française, certains m'avaient dit « Oh là, vous êtes des souverainistes, des patriotes, comme si nous étions le diable. » Et nous, on leur répondait « Mais vous allez confier les clés de la France à des gens et ils ne vont pas en profiter? Est-ce qu'ils ne vont pas détruire l'héritage que nous avons mis des siècles à construire ?» Bon, on n'avait pas besoin de s'appeler Nostradamus pour comprendre que Bruxelles allait détruire notre pays. Et quand nous voyons l'état de la France actuellement, nos prévisions se sont révélées extrêmement justes. Alors, certains dégainent en disant « Je ne suis pas citoyen français, je suis citoyen européen ». Oui, c'est-à-dire se mettre sous la tutelle de Van der Leyen, bravo à vous. Et puis d'autres, ils ont l'échelon supérieur. Ils nous expliquent « Non, je suis citoyen du monde ». Ah, c'est très intéressant d'être citoyen du monde. C'est-à-dire que vous revendiquez d'être sous la tutelle de Klaus Schwab. Et oui, lorsqu'on se dit citoyen du monde, on se place sous la tutelle de ce chef-là. C'est-à-dire de tous les plutocrates, de tous ces patrons de multinationales qui essaient de conserver justement leurs bénéfices et leur pouvoir en instaurant un système global. Sachez que au niveau, si vous voulez, de la liberté et de la démocratie, plus il y a de distance entre le citoyen et l'endroit où s'exerce le pouvoir, moins il y a de démocratie. Faites l'expérience, vous verrez. Alors, il y a de très nombreux partis qui se revendiquent du gaullisme, de cet esprit patriotique et de la résistance. Vous les connaissez. Ici, dans cette chaîne, ils sont tous le bienvenu. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est qu'on puisse discuter ensemble. Que ce soit le RN, Reconquête, Debout la France, les Patriotes, l'UPR. Et puis, on s'aperçoit qu'avec le temps, vu l'état de notre pays, de nombreux patriotes, qui étaient peut-être un peu plus libéraux, pro-européens, ils ont tendance à comprendre que nos thèses sont justes, que nous avons raison. Je prends l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan. Il y a quelque temps, il nous disait non, il faut composer avec l'Union européenne, et aujourd'hui, il dit Frexit. Alors, je voulais quand même qu'il y ait un LR, parce que je sais qu'il y a de très nombreux militants LR, et notamment des jeunes, qui partagent nos idées, et ils sont évidemment le bienvenu pour discuter sur cette chaîne. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle mouture. J'espère également faire quelques interviews de patriotes. On va commencer, comme il se doit, cet entretien par la météo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les jours se ressemblent en France. Et oui, si vous regardez cette carte du dimanche 6 août, tout
toutes les températures sont en dessous des normales de saison. Il fait frais. Et cela agace les tenants du réchauffement climatique. Ils deviennent de plus en plus agressifs parce qu'évidemment, ils perdent la face. On a vu sur ces entretiens qu'ils veulent de la censure, qu'ils veulent faire taire tous ceux qui se moquent d'eux. Mais dans un débat démocratique, il faut accepter justement qu'il y ait un petit peu d'humour. Alors, ils ont sorti une dernière chose de leur chapeau, une dernière carte. Ils nous ont expliqué que les océans ont battu cette semaine un nouveau record mondial de température, laissant craindre des conséquences néfastes, toujours cette volonté de terroriser, pour la vie marine comme pour les équilibres climatiques. La température de surface des océans a atteint 20,96 degrés le 30 juillet 2023, selon la base de données de ERA5, alors que le précédent record, écoutez bien, était de 20,95 degrés en mars 2016, a indiqué une porte-parole du service européen Copernicus à l'AFP. Ces données concernent les océans entre le 60e parallèle nord et sud, excluant donc uniquement les régions polaires. Attendez, là, le record est de 0,01%. Et il terrorise pour une augmentation de 0,01% de la température des surfaces des océans en pleine période El Niño. Mais de qui se moque-t-il? Ah oui, une petite chose, lorsqu'on fait ce genre de calcul, il y a une marge d'erreur de 5 à 10%. Donc, vous avez compris, c'est un moyen toujours pour alimenter la machine à faire peur. Car la réalité, elle est quand même un petit peu différente. Car ils ont bien dit que c'était seulement dans l'hémisphère nord et qu'ils ne prenaient pas les glaces, par exemple. Et pour quelle raison, à votre avis? Eh bien, c'est François Asselineau qui nous le dit. Record de froid caché par les médias. Mi-juillet, un temps polaire a sévi en Argentine, pulvérisant tous les records de froid depuis le début des relevés en 1961. Moins 22,5 degrés à Perito Moreno en Patagonie. Sibérie, températures les plus basses depuis 90 ans. Vous avez donc nos médias réchauffistes qui communiquent que d'un côté et qui ne permettent pas justement qu'on se fasse une vraie opinion en mettant sur la balance d'autres informations. Et puis, je voudrais faire un peu de prospective. Imaginons qu'en France, nous vivons un hiver comme en Argentine, c'est-à-dire avec des températures très basses. Est-ce que notre système électrique tiendra? Eh bien, pas du tout. Ça a été dit plusieurs fois. Nous n'aurons pas les capacités d'avoir de l'électricité tout l'hiver. Et là, il y aura des blackouts, il y aura des coupures. Et qui plus est, l'électricité atteindra des prix stratosphériques. C'est pour cette raison que certains s'en inquiètent, comme Loïc Le Floch-Préjean, qui a signé une tribune dans Le Figaro. Face à l'augmentation des prix de l'électricité, le retrait du marché européen s'impose. Et c'est très important qu'il soit à la une du Figaro, parce que de nombreux chefs d'entreprise sont en train de prendre, en tout cas la réalité en pleine face. Ils voient leur facture d'électricité s'envoler. À tel point que la très libérale Sophie de Menton, qui est assez proche, il est vrai, dans la même société que Loïc Le Floch-Préjean, signe elle aussi dans l'Opinion, un journal très libéral, une tribune équivalente. Sortir d'urgence la France du marché européen de l'électricité. Et notre ami europhobe écrit « Il se passe quelque chose ». L'Opinion, donc un journal pro-Europe, publie une tribune de Sophie de Menton qui veut sortir la France du marché européen de l'électricité. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les arguments de Sophie de Menton. Elle reprend mot pour mot ce qu'écrivait Philippe Murer l'année dernière, notre économiste patriote. Notre énergie électrique est produite majoritairement à 85% par des centrales nucléaires et hydrauliques au coût le plus bas d'Europe, et ceci depuis des dizaines d'années. Les consommateurs français, particuliers et entreprises, ont été les contribuables qui ont permis ces investissements et devraient pouvoir bénéficier de leur compétitivité. C'est ce qu'on appelle la souveraineté économique. C'est intéressant que Sophie de Menton redécouvre cette notion. Ce coût de production n'a pas varié depuis ces dernières années. Il doit être donc à la base du calcul du prix qu'il aurait demandé. Pour cela, il suffit de sortir du marché européen de l'énergie qui n'est l'objet d'aucun traité européen. Chaque pays a le droit de définir sa politique énergétique. Oui, et je dirais même un peu le Frexit aussi. Le mouvement éthique demande donc, avec beaucoup d'autres, que le président de la République décide que la France sort d'urgence du marché européen de l'électricité. Seule façon est d'arrêter bouclier et
augmentation. L'industrie française, comme les artisans et les commerçants, se porteraient mieux avec de nouveau des prix modérés et compétitifs, permettant ainsi la prospérité du pays et non sa paupérisation qui a été voulue par l'Union européenne. Inutile d'attendre la fin de l'été, il faut décider aujourd'hui. Et quelle a été la réponse du président de la République? À ma connaissance, aucune. Non, si on en croit la presse à scandale, c'est la seule qui communique sur les vacances du président de la République. Eh bien, il prend du beau temps, ses baignades, ses jet skis. Alors ça, j'avoue que c'est un petit peu énorme parce qu'on pensait qu'il avait compris les critiques des années précédentes. Pas du tout. Il récidive. Quant à Brigitte Macron, elle a son petit sous-marin. Ah, je dois reconnaître que les lunettes lui vont très bien à Brigitte. Voilà. Donc, ils prennent du bon temps et comme Emmanuel Macron et Brigitte ne sont pas très appréciés, on va utiliser des euphémismes, par la population française, il y a des mesures de sécurité puissance 10. Le résultat, les vacances d'Emmanuel Macron coûtent, selon l'expression même du président de la République qu'il avait utilisée autrefois, un pognon de dingue. Nous savons tous que nos finances, eh bien, elles sont dilatées, un petit peu comme la tante de Bruno Le Maire, et pourtant, il n'hésite pas à dépenser, à dépenser. C'est quand même assez symptomatique du mépris qu'ils ont pour les Français. Alors que on nous annonce chaque année un record du déficit budgétaire. Et que pour combler ce déficit budgétaire, Emmanuel Macron est obligé de voter des hausses d'impôts. Cela nous a été annoncé d'ailleurs par Gabriel Attal il y a quelques semaines. Que tous les analystes financiers nous expliquent que la France va se serrer la ceinture. Cela s'appelle une politique d'austérité, comme si les Français ne s'étaient déjà pas serré la ceinture pendant les 6 ans du mandat d'Emmanuel Macron. Eh bien, le couple Macron dépense sans compter. Il faudrait revenir sur le coup du voyage présidentiel lorsqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie et qu'il est passé par le Sri Lanka ou la Papouasie. Est-ce que c'était vraiment une urgence? Est-ce que dépenser tout cet argent au fort de Brégançon n'est pas un moyen de mépriser les Français? Et lorsqu'on ajoute certaines dépenses, alors là, la coupe est pleine. J'ai cru à une plaisanterie, mais non. Après avoir saccagé la salle des fêtes et les bureaux de l'Élysée pour un coup pharaonique, le couple Macron s'en est pris à l'escalier. Ils ont changé le tapis et cela a coûté, encore une fois, un pognon de dingue. Quand Emmanuel Macron a fini de jeter l'argent par les fenêtres, quand je dis l'argent, ce sont nos impôts. C'est-à-dire que des Français paient des milliards d'impôts que Macron dépense n'importe comment. Pensez par exemple aux milliards qui ont été jetés en Ukraine. La politique pro-américaine en Ukraine a conduit une grande partie de l'Europe, pas seulement la France, en récession. L'industrie allemande est dans une situation compliquée. Il faudrait aussi évoquer tous les voyages d'Emmanuel Macron où il promet à X et Y les milliards que les Français paient en impôts. Et je n'évoque même pas les 400 ou 500 milliards qu'il a jetés par les fenêtres lors de l'épisode de la pandémie. Oui, lorsqu'il a fini de jeter l'argent de nos impôts par les fenêtres, que fait-il? Il communique. Alors ça, Emmanuel Macron communique. Mais ça a un nom, cela s'appelle du mensonge chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron bute sur sa promesse d'alléger les droits de succession. En bon français, cela s'appelle plutôt une fausse promesse. Emmanuel Macron promet beaucoup et il ne tient jamais. Évidemment, c'était pour attirer les naïfs. Le déficit budgétaire est ce qu'il est. Il ne peut pas inscrire ce type de mesure en période d'austérité. Oui, il a abusé les électeurs. Et dernièrement, lors du coup d'État au Niger, il a laissé fuiter dans la presse, et notamment via le Canard enchaîné, qu'il était furieux contre les services secrets qui n'avaient pas fait leur boulot. J'avais expliqué qu'il s'était évidemment défaussé. Eh bien, Georges Malbruno rétablit la vérité. Alors, il faut savoir que Georges Malbruno travaille pour nos services, donc ce n'est pas un hasard qu'on retrouve ce tweet de sa plume. À Niger, quelques heures avant le coup d'État, la DGSE a conseillé au pouvoir français d'installer des membres des forces spéciales au palais présidentiel à Niamey. Mais la réponse a été non, ça va être interprété comme du colonialisme. On ne peut pas rester dans la France-Afrique. Emmanuel Macron a cette capacité de se mettre tout le monde à dos. Il manquait nos espions, voilà, il s'est mis à dos la DGSE. On sait pourquoi Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il communique, utilise le mensonge, c'est qu'il doit faire face aux conséquences de sa politique. Comme c'est désastreux, il n'a plus que le mensonge frontal. Mais
plus personne ne le croit. Est-ce que cela peut durer longtemps de cette manière? L'avenir nous le dira. Et puis Emmanuel Macron est obligé de couvrir également les actions des hauts fonctionnaires européens, comme ce Pierre Régibaud, l'ex-bras droit belge de Vestager. Si l'industrie lourde européenne disparaît, qu'il en soit ainsi. On peut acheter moins cher en Indonésie. Dixit un tout-puissant haut fonctionnaire à la Commission européenne. Voilà comment résonne vraiment l'Union européenne. Donc, il préfère acheter à l'Indonésie avec une empreinte carbone bien plus importante. Et puis de l'autre côté, il vous installe le pass ou la carte carbone. Ils sont très forts, ces hauts fonctionnaires. Ils détruisent notre industrie, ils nous appauvrissent. Et Emmanuel Macron est obligé de couvrir leurs paroles et leurs actions. Allez, on va saluer le retour d'un journal qui était en grève depuis plusieurs semaines, le journal du dimanche. Nous ne sommes pas des faits divers. Cette une est très intéressante parce qu'enfin, un journal donne la parole aux victimes de la politique d'Emmanuel Macron, aux victimes de son laxisme judiciaire. Il serait intéressant, en effet, que le président de la République réponde à cette tribune. On attend avec impatience sa réponse. Et puis, on voudrait aussi féliciter Geoffroy Lejeune. Certains avaient affirmé que le journal du dimanche ne pourrait pas sortir ce dimanche 6 août. Eh bien, il a fait mentir les pronostics. On va passer à toute autre chose, l'arrestation de Juan Branco. Et oui, il a été arrêté parce qu'il a dénoncé et saisi la CPI pour des crimes contre l'humanité qui auraient été commis par le pouvoir. Alors, il mérite évidemment le soutien de tous ceux qui défendent les libertés. Ce que j'espère, c'est que son arrestation et le fait que la France ne s'empresse pas pour le délivrer n'a rien à voir avec le fait qu'il a écrit un livre très à charge contre Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation. Je l'espère. Allez, on va passer à une autre nouvelle, tout aussi triste. Hélène Carrère d'Ancos, première femme à la tête de l'Académie française, nous a quittés. Les journaux préfèrent communiquer sur le fait qu'elle soit académicienne et oublient de dire qu'Hélène Carrère d'Ancos était une grande amie de la Russie, spécialiste justement du monde russe. J'ai eu la chance, parce que j'avais évidemment suivi des cours d'histoire de la Russie, de l'entendre dans des conférences. Et elle m'avait appris quelque chose, notamment lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Certains étudiants s'étaient étonnés que ça soit un ancien du KGB, le FSB. Eh bien, elle avait expliqué que dans la société soviétique, lorsqu'on était un homme nouveau, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des protections de grandes familles moscovites communistes, la seule façon de faire carrière, c'était d'entrer au KGB. Elle avait comparé donc ce KGB un peu à notre Polytechnique, c'est-à-dire fondé sur le mérite en fait. Et elle avait expliqué que Vladimir Poutine, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. La suite nous l'a prouvé. Tiens, puisqu'on parle de Russie, on va regarder ce qui se passe sur le front russe. C'est notre ami Jacques Frère qui nous explique que de plus en plus, les troupes russes bousculent les troupes ukrainiennes. Vous êtes aussi nombreux à me poser la question, quand est-ce que cette guerre va cesser? Alors, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que de nombreux analystes, notamment anglo-saxons, ont compris que la guerre ne pouvait plus être gagnée par les Ukrainiens. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Américains, dans un dernier sondage, sont majoritaires pour que les USA cessent leur aide à l'Ukraine. Au niveau européen, de très nombreux hauts fonctionnaires sont en train de s'inquiéter du fait qu'il n'y ait plus d'accord sur l'exportation des céréales entre l'Ukraine et la Russie. Ils demandent absolument de nouvelles négociations. Et nous savons qu'en ce moment, il y a des négociations en Arabie Saoudite, des pourparlers de paix. Vous voyez, les choses vont plutôt dans le bon sens. Allez, je vais terminer par une petite plaisanterie sur la France insoumise. Là, j'avoue qu'ils m'ont un petit peu surpris. Nuit du 4 août, il y a 234 ans, la République abolissait les privilèges. Le seul ennui, nous rappelle Régis de Castelnau, ils sont forts les analphabètes de la France insoumise. La République n'a jamais aboli les privilèges le 4 août 1789. La République a été instaurée le 21 septembre 1792. Avant, c'était la monarchie. Ce besoin d'en faire des tonnes pour systématiquement se planter. Mais il n'y a plus d'historiens à la France insoumise. Là, j'avoue qu'ils sont très forts.
Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir et puis à me dire si vous avez aimé le générique, si vous avez aimé ce que je vous ai dit. Et puis surtout à soutenir par les petits pouces et les gentils messages. Je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.